En 2008, dans la ville montagneuse et pourtant animée de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, une étudiante a appelé une émission de radio thaïe, diffusée tard dans la nuit, pour raconter ce qui lui était arrivé. Sa voix tremblait, mais elle jurait que tout était vrai. Cette histoire, celle de Nisha et d'un immeuble bon marché à la périphérie de la ville, est depuis devenue l'un des récits paranormaux les plus connus de la région. Nisha n'était pas originaire de Chiang Mai. Elle avait quitté sa petite ville pour venir étudier à l'université. Au début, tout se passait bien. Elle louait un appartement moderne, propre, avec une climatisation efficace et des gardiens à l'entrée. Mais, à la fin de son bail, le loyer avait brusquement augmenté. Comme beaucoup d'étudiants au budget serré, elle s'est mise à chercher quelque chose de beaucoup moins cher. C'est ainsi qu'elle a trouvé ce petit immeuble de 4 étages, un bâtiment un peu fatigué par le temps, loin d'être moderne. Le loyer n'était que de 1000 bahts par mois, l'équivalent d'une trentaine d'euros, presque donné. En contrepartie, il n'y avait aucun service, pas de gardien, pas d'ascenseur, pas d'équipement. La cour, devant l'entrée, n'était qu'un enclos improvisé pour des poules. Certains locataires élevaient quelques gallinacés pour avoir des œufs frais. Les murs étaient fissurés, la peinture délavée, les rambardes rouillées. Mais pour Nisha, à ce moment-là, le prix suffisait à balayer ses hésitations. Elle a fini par louer un studio au bout du couloir, au 4e et dernier étage. Très vite, elle a remarqué à quel point l'étage était silencieux, trop silencieux. Les jours passaient et elle n'entendait jamais de porte s'ouvrir ou se fermer, jamais de pas dans le couloir, jamais de voix. Elle ne croisait personne en montant ou en descendant l'escalier. Elle s'est dit que peut-être ses voisins travaillaient de nuit ou que les autres appartements étaient vides. C'était étrange, oui, mais pas encore alarmant. Les premiers événements inhabituels ont commencé autour du Nouvel An. Elle avait 4 jours complets de congé, pas de cours, rien à faire. Comme beaucoup d'étudiants, elle a profité de ce long week-end pour faire des barbecues avec des amis, sortir tard, boire un peu trop. Ce soir-là, l'un de ses amis, plutôt une connaissance qu'un proche, a proposé de la raccompagner en voiture parce qu'elle avait bu. Quand ils sont arrivés devant l'immeuble, il devait être près de 2 heures du matin. Poli, il lui a proposé de la raccompagner jusqu'à sa porte, au 4e étage, pour s'assurer qu'elle rentre bien. Nisha, un peu pompette mais encore lucide, a refusé avec un sourire gêné. Elle ne le connaissait pas assez pour se sentir à l'aise qu'il la suive jusque chez elle. « Ici ça ira, merci pour le trajet », a-t-elle dit en descendant de la voiture. Elle a traversé seule la cour silencieuse et monté petit à petit jusqu'au 4e étage, sentant l'air devenir plus lourd à mesure qu'elle approchait de son studio. Arrivée sur son palier, elle a enfin vu quelque chose qu'elle n'avait encore jamais aperçu depuis son emménagement. Une autre personne à son étage. Une jeune femme se tenait devant la porte de l'appartement voisin, juste à côté du sien. Elle lui tournait le dos et frappait doucement à la porte. Ses coups étaient si légers qu'on les entendait à peine. La jeune femme portait une robe noire moulante, élégante, et ses longs cheveux noirs descendaient jusqu'à la taille. Même de dos, même dans le couloir mal éclairé, elle semblait incroyablement belle, comme une mannequin perdue dans un immeuble trop miteux pour elle. L'alcool la rendant un peu plus bavarde que d'habitude, Nisha a fouillé dans son sac pour trouver ses clés en s'approchant de son propre studio et s'est arrêtée à côté de la jeune femme. « Il s'est passé quelque chose ?» a-t-elle demandé d'un ton détendu. « Tu as oublié ta clé ?» Aucune réponse. La femme n'a pas tourné la tête, n'a pas bougé d'1 millimètre. Elle a simplement continué à frapper, lentement, du bout des doigts, comme si elle était ailleurs, dans une sorte de transe. Nisha n'a pas vraiment tilté au début. Elle a continué à parler, un peu gênée par ce silence. « Tu tapes trop doucement », a-t-elle ajouté avec un petit rire. « Personne ne va t'entendre comme ça. Il faut frapper plus fort, comme ça, vraiment cogner sur la porte. » C'est à ce moment-là que la femme s'est enfin retournée, très lentement, comme si le temps se compressait. Son visage était pâle, mais d'une beauté frappante. Elle ne portait aucun maquillage, pourtant ses traits étaient délicats, harmonieux, presque irréels dans la lumière jaunâtre du couloir. Elle a fixé Nisha droit dans les yeux, sans sourire, sans cligner. Puis, sans un mot, elle s'est de nouveau tournée vers la porte. Son attitude a changé. Sa respiration s'est accélérée, ses épaules se sont crispées, et soudain, elle s'est mise à frapper de toutes ses forces sur la porte. Ses poings se sont abattus encore et encore, dans un rythme fou, et sa voix a déchiré le silence du couloir. « Comme ça, comme ça, comme ça !» hurlait-elle d'une voix brisée, hystérique, presque inhumaine. Ses cris résonnaient dans le corridor, rebondissaient sur les murs fissurés. Nisha, pétrifiée, a senti ses poils se hérisser. Son instinct a alors pris le dessus. Tremblante, elle a enfin réussi à insérer la clé dans sa serrure, a ouvert la porte de son studio en catastrophe, s'est engouffrée à l'intérieur et l'a claqué derrière elle. Elle a tourné le verrou, puis s'est laissée glisser contre la porte, le cœur battant à tout rompre. Cette fille doit être malade,
a-t-elle pensé, haletante. C'est vraiment dommage, elle est tellement belle. Elle s'est convaincue que cette femme devait simplement être une voisine instable et qu'il faudrait rester prudente à l'avenir. L'adrénaline a fini par retomber et la fatigue accumulée de la soirée, de l'alcool et de la peur a tout écrasé. Nisha n'a même pas pris le temps de se doucher. Elle s'est laissée tomber sur son lit et s'est endormie presque aussitôt, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Le lendemain matin, elle s'est réveillée vers 11 heures, la tête lourde et la gorge sèche. Avec la lenteur d'une gueule de bois bien installée, elle s'est extirpée du lit et a décidé de descendre chercher à manger. En traversant la cour, elle a croisé tante Horn, la femme de ménage de l'immeuble, attablée sur une chaise en plastique, en train de faire une pause. Cinquantaine bien entamée, un peu ronde, le visage marqué par les années mais éclairé d'un sourire chaleureux, elle connaissait apparemment tout le monde dans l'immeuble. Elles ont commencé par échanger quelques banalités. Puis, au détour d'une phrase, Nisha a posé la question qui l'a démangée. « Tante Horn, vous savez qui habite dans l'appartement juste à côté du mien, au 4e ? Hier soir, j'ai vu une jeune femme vraiment très belle. Elle était devant la porte et elle frappait doucement. » Le sourire de tante Horn s'est éteint d'un coup. Son regard a changé, comme si une ombre passait sur son visage. Elle a hoché la tête lentement. « Ah, elle, a-t-elle murmuré. Une femme très belle, non ? Robe noire, cheveux longs jusqu'à la taille. » Puis elle a poussé un léger soupir. Donc, elle est revenue. Sentant qu'il y avait là quelque chose de plus grave qu'une simple voisine, Nisha a insisté. Tante Horn n'était pas du genre à garder les choses pour elle. Elle s'est penchée légèrement, a baissé la voix et a commencé à raconter. Il y a des années, quand cet immeuble était encore neuf, une jeune femme vivait dans cet appartement. On l'appelait Lalita. C'était une bonne fille, très sérieuse, très douce. Elle venait de terminer ses études, mais elle est tombée amoureuse du mauvais homme. Selon tante Horn, Lalita avait rencontré un homme plus âgé, riche, influent. Il lui offrait des cadeaux, payait ses dépenses, et c'est lui qui lui avait acheté ce studio au 4e étage. Il lui promettait monts et merveilles, lui parlait de mariage, d'avenir à deux. Lalita l'aimait profondément, et pendant un temps, elle a cru à chaque mot. Puis, Lalita était tombée enceinte. Elle avait donné naissance à un petit garçon. Quand elle a demandé à son amant de tenir enfin sa promesse, la vérité est sortie. L'homme était déjà marié depuis longtemps. Il avait une femme, des enfants, une vie bien rangée ailleurs. Lalita, elle, n'était qu'une maîtresse cachée au fond d'un immeuble. Au début, elle avait été folle de rage, prête à tout révéler, à l'attaquer en justice, à faire éclater la vérité au grand jour. Mais plus elle le regardait, plus sa colère se mélangeait à quelque chose de plus douloureux encore. Elle l'aimait réellement. Elle n'arrivait pas à couper les liens, alors elle est restée. L'homme, lui, a promis de quitter sa femme, de divorcer, de venir s'installer avec elle et leur fils. Les jours sont devenus des mois, puis des années. Il passait parfois, rarement, toujours rapidement, toujours en cachette. Il n'a jamais emménagé. Il a juste continué à nourrir son espoir, comme on maintient une bougie vacillante. Un jour, Lalita a appris qu'il avait en réalité l'intention de la quitter pour de bon. Quelque chose s'est brisé en elle. C'était un week-end de Nouvel An, un long congé comme celui que vivait Nisha. Lalita a invité l'homme à dîner, lui expliquant qu'elle voulait passer une soirée spéciale avec lui et leur fils. Il est venu, sans se douter de rien, souriant, charmant comme toujours. Cette nuit-là, elle lui a servi du vin, mais elle y avait écrasé des somnifères puissants. Lorsqu'il s'est effondré, profondément endormi, elle l'a tiré tant bien que mal jusqu'au lit et l'a allongé sur le matelas. Puis, elle a pris leur bébé et l'a installé juste à côté de son père. Père et fils, allongés côte à côte, respirant paisiblement sans savoir ce qui les attendait. Lalita s'est ensuite rendue à la cuisine. Elle a ouvert le gaz et a laissé le gaz inodore envahir lentement l'appartement. Son plan était simple, s'enfermer avec eux et mourir tous les trois, emportés silencieusement par le monoxyde de carbone. Mais lorsque la porte d'entrée a claqué derrière elle, quelque chose en elle a vacillé. La haine est retombée, remplacée par un regret brutal. Elle ne voulait plus les tuer, elle ne voulait plus mourir. Paniquée, elle a essayé de rouvrir la porte pour retourner les sauver. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé les clés à l'intérieur. La porte était verrouillée, impossible de rentrer. Alors elle s'est mise à frapper de toutes ses forces, à hurler, à supplier l'homme de se réveiller. Mais les somnifères faisaient leur œuvre. Personne n'a répondu. Personne n'est sorti vivant de cet appartement cette nuit-là. L'homme et le bébé sont morts, asphyxiés dans le studio. Quelques jours plus tard, écrasée par la culpabilité et la douleur, Lalita s'est suicidée dans la baignoire, dans ce même appartement. Depuis ce drame, a expliqué tante Horn, personne n'avait plus jamais officiellement habité là.
La porte restait fermée, les rideaux tirés, mais l'histoire, elle, a continué à circuler. Chaque année, autour du Nouvel An, on commence à recevoir des témoignages, a chuchoté Tante Orne. Des locataires disent voir une femme au bout du couloir du 4e étage, toujours la même, longue robe noire, cheveux jusqu'à la taille, qui frappe doucement à la porte de son propre appartement, comme si elle essayait encore de retourner à l'intérieur, comme si elle voulait effacer ce qu'elle a fait. En terminant son récit, Tante Orne a observé attentivement le visage de Nisha. Puis elle a demandé, d'un ton soudain grave, « Tu ne lui as pas parlé, n'est-ce pas? Tu ne lui as rien dit ?» Le cœur de Nisha a raté un battement. Pendant une seconde, elle a hésité, revoyant la scène de la veille. Sa question, sa remarque sur la façon de frapper plus fort. Mais sous le regard inquiet de la femme de ménage, elle a secoué la tête trop vite. « Non, je ne lui ai pas parlé », a-t-elle répondu d'une voix faible. Tante Orne a poussé un long soupir de soulagement. « C'est très important de ne jamais lui parler », a-t-elle insisté. « Tous les locataires ici le savent, même le propriétaire. Mais le propriétaire ne veut pas que je raconte cette histoire, parce que ça fait fuir les clients. Alors ne dis à personne que je t'ai tout expliqué. Et surtout, si tu la croises à nouveau, ne lui adresse pas la parole. C'est très grave si quelqu'un lui répond. » Plus tard, Nisha s'est installée dans un petit café du quartier. Elle est restée là plus d'1 heure, à fixer son assiette sans vraiment manger. Dans sa tête, la conversation avec Tante Orne tournait en boucle, se mélangeant avec le souvenir de la veille. Elle l'avait vu, elle lui avait parlé. « Tu as oublié ta clé ? Tu dois frapper plus fort. » Son estomac s'est noué. Et si Lalita revenait? Et si cette nuit, ce n'était plus à sa propre porte qu'elle frapperait, mais à celle de Nisha? L'idée de dormir dans ce studio l'effrayait. Elle a envisagé de réserver une chambre d'hôtel ou de dormir chez une amie. Mais bientôt, elle s'est mise à rationaliser. Peut-être que je me fais des films, peut-être que tout ça est une vieille légende exagérée, s'est-elle murmurée. Tante Orne a dit qu'elle n'apparaît qu'une fois par an. Je l'ai déjà vue, peut-être que ça s'arrête là. Finalement, elle a décidé de rentrer chez elle comme si de rien n'était. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident. Nisha a fait un peu de ménage, préparé à manger, essayé d'étudier pour oublier. Le soir venu, avant de se coucher, elle a tout de même murmuré une petite prière improvisée, demandant vaguement à n'importe quelle force bienveillante de la protéger. Puis elle s'est allongée, espérant qu'il ne se passerait rien. Sometime après minuit, un bruit violent l'a tirée de son sommeil. 3 coups, lourds, précis. Quelqu'un frappait à sa porte d'entrée. Nisha est restée immobile sous sa couverture, le cœur battant à ses oreilles. Elle a espéré, quelques instants, que ce n'était qu'un rêve. Puis 3 nouveaux coups ont retenti, encore plus proches, plus insistants. La gorge nouée, elle s'est levée et a marché à pas feutrés jusqu'à la porte de son studio. Elle a collé son œil au Judas. Le couloir était vide. Pas une ombre, pas un mouvement. Juste la lumière blafarde du néon qui bourdonnait au plafond. Elle a soupiré, prête à retourner se coucher, pensant à une simple hallucination due au stress. C'est alors que les coups ont résonné à nouveau. 3 coups, exactement, comme martelés au ralenti. Il devait forcément y avoir quelqu'un de l'autre côté. Tremblante, Nisha a repris sa place devant la porte et a regardé une fois de plus dans le Judas. Cette fois, la vitre semblait floue, comme embuée. Elle a plissé les yeux pour distinguer quelque chose à travers ce voile trouble. Puis, le sang de Nisha s'est glacé. Ce n'était pas de la buée. Juste derrière le Judas, collé à la porte, il y avait un œil grand ouvert qui la regardait directement, comme si quelqu'un appuyait son visage contre la porte pour la fixer. Elle a hurlé et a reculé si violemment qu'elle s'est retrouvée assise par terre, le dos contre le mur. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, elle a fini par retourner une dernière fois vers le Judas, le souffle court. Cette fois, elle a vu la silhouette entière, la femme à la robe noire, Lalita. Elle se tenait juste devant la porte de Nisha, frappant lentement, encore et encore. Elle regardait régulièrement dans le Judas, puis se reculait pour frapper, puis revenait coller son œil contre le trou. Un cycle étrange, presque mécanique, sans fin. Nisha est restée tétanisée quelques secondes. Puis, l'instinct de survie a repris le dessus. Elle a abandonné la porte d'entrée, a couru jusqu'à sa chambre, s'est enfermée à l'intérieur et a tourné la clé en tremblant. Son esprit cherchait frénétiquement quelque chose, n'importe quoi qui pourrait la protéger. C'est alors qu'elle s'est souvenue d'un petit papier que sa meilleure amie, Pim, lui avait offert le jour de son déménagement. Un talisman en papier, couvert de symboles rouges, censé protéger contre les mauvaises énergies. Pim lui avait expliqué, quand un endroit reste vide trop longtemps, il accumule une énergie lourde, sombre. Tu devrais accrocher ce talisman sur ta porte d'entrée, au cas où. Nisha n'y avait pas cru, pas vraiment. Elle n'était ni très religieuse ni très superstitieuse. Elle avait rangé le talisman au fond d'un tiroir.
Maintenant, les mains tremblantes, elle a fouillé dans sa commode jusqu'à mettre la main dessus. Elle n'osait pas ouvrir sa porte d'entrée avec Lalita en train de frapper derrière. Alors, dans un geste désespéré, elle a collé le talisman sur la porte de sa chambre, de l'intérieur. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Au dehors, les coups continuaient. Ils devenaient de plus en plus forts, au point de faire vibrer les murs. Nisha avait l'impression que seule elle pouvait les entendre, comme si les autres habitants de l'immeuble, s'il y en avait, étaient exclus de cette scène. Elle s'est allongée sur son lit, tirant la couverture par-dessus sa tête, murmurant des prières au hasard, implorant que la nuit finisse vite. Puis, soudain, les coups se sont arrêtés. Un silence lourd est tombé sur l'appartement. Nisha n'osait pas bouger, ni respirer trop fort. Juste au moment où elle commençait à croire que tout était terminé, les coups ont recommencé. Mais cette fois, ils venaient directement de l'autre côté de la porte de sa chambre. La porte tremblait sous la violence des impacts. Le talisman collé dessus frémissait à chaque coup, prêt à se détacher. Nisha est restée recroquevillée, les doigts crispés sur le tissu de sa couverture, répétant inlassablement la même prière. Elle n'avait plus aucune notion du temps. Cela pouvait durer 10 minutes comme des heures. Finalement, un son différent a traversé le vacarme, le chant d'un coq qui montait faiblement depuis la cour extérieure. Au premier cocorico, les coups ont ralenti. Au deuxième, ils se sont espacés. Au troisième, ils ont cessé. Peu à peu, la lumière pâle de l'aube s'est glissée par la fenêtre. La nuit était enfin terminée. Le lendemain matin, épuisée mais encore en vie, Nisha s'est précipitée à l'université. Elle a trouvé Pim et lui a tout raconté sans rien cacher. Le visage de Pim est devenu livide. « Je t'avais dit de mettre ce talisman sur ta porte d'entrée dès le premier jour », a-t-elle lâché, presque en la grondant. Ce genre de talisman ne fonctionne qu'une seule fois. Il a déjà fait son travail. Il est maintenant inutile, et je n'en ai plus. Pim a ensuite expliqué que le talisman venait d'un chaman très respecté, à un vieil ami de sa famille qui vivait à 8 heures de route. « Si tu veux qu'il t'aide, il faut qu'on parte le voir », a-t-elle déclaré. Le problème, c'est qu'elles avaient encore un cours ce jour-là, avec un professeur connu pour être sévère. S'absenter signifiait rater des points, prendre un retard certain. Nisha a longuement hésité. Finalement, elle a proposé « On pourrait y aller demain. Demain, c'est samedi. On part tôt le matin, on va voir le chaman et on revient. » Pim n'était pas ravie, mais elle a fini par accepter. Juste avant qu'elle se sépare, elle a ajouté « Si tu veux, tu peux dormir chez moi ce soir. On sera deux, ce sera plus sûr. » Mais Nisha a secoué la tête. Elle ne voulait pas risquer d'emmener la chose qui la poursuivait jusque chez son amie. Et si elle te suivait? Et si elle commençait à frapper à ta porte? Elle a refusé poliment. « Je crois que j'ai une idée à essayer ce soir », a-t-elle simplement dit. Dans certains vieux récits que Nisha avait lus, on racontait que le chant du coq pouvait chasser les esprits parce qu'il annonçait l'arrivée du jour. Alors, en fin d'après-midi, elle a discrètement pris un des coqs qui vivait dans la cour de l'immeuble. Elle l'a glissé dans un panier en osier et l'a posé près de son lit. Ce n'était pas très orthodoxe, mais c'était tout ce qu'elle avait trouvé. La nuit est tombée. Nisha a essayé de s'occuper, de lire, d'écouter de la musique, mais la peur était toujours là, tapie sous la surface. À force d'épuisement, elle a fini par s'endormir, le coq endormi dans son panier à côté d'elle. Vers 4 heures du matin, elle s'est réveillée en sursaut, en sueur froide. Les coups étaient revenus, plus violents, plus proches. Le talisman sur la porte de sa chambre ne servait plus à rien. Cette fois, la porte a fini par céder. Sous la force invisible qui la frappait, elle s'est ouverte d'un coup sec. Nisha n'a pas crié. Elle n'a même pas osé se retourner immédiatement. Elle sentait la présence dans la pièce, lourde, glaciale. Puis une voix a retenti, pas dans ses oreilles, mais directement dans sa tête, comme une pensée qui ne venait pas d'elle. « Je veux que tu me rejoignes », a murmuré la voix de Lalita. « Viens avec moi. » Terrifiée, Nisha a éclaté en sanglots. « Pourquoi tu veux que je meure ?» a-t-elle crié, tremblante. « Je ne t'ai rien fait. Pourquoi moi ?» La présence se rapprochait. Elle n'osait toujours pas la regarder. Alors, dans un geste désespéré, elle a tendu la main vers le panier et a attrapé le coq. Elle l'a secoué brusquement. Le coq s'est réveillé en sursaut et a poussé un cri strident, un long cocorico qui a déchiré le silence de la chambre. Sous les yeux de Nisha, sans qu'elle ait vraiment le courage de se retourner, la présence a commencé à se dissoudre. L'air est devenu moins lourd. La sensation de glace autour d'elle s'est atténuée. Lalita s'effaçait, comme balayée par le chant de l'animal. Le lendemain matin, Pim est venu la chercher de bonne heure devant l'immeuble. Nisha tenait le coq dans ses bras. Avant de monter dans la voiture, elle l'a reposé doucement dans la cour, auprès des autres. Puis, elles ont pris la route, direction la maison du chaman.
8 heures de trajet à travers des rizières, des petits villages et des routes serpentant dans la forêt. Lorsqu'elles sont enfin arrivées, il était presque 15 heures. La maison du chaman était simple, un peu usée par le temps. La peinture s'écaillait, les murs étaient légèrement déformés par les années de pluie et de soleil. À l'intérieur, le salon était presque vide, mais dominé par un petit autel en bois sur lequel trônait un Bouddha doré, entouré de bâtons d'encens et de fleurs pliées avec soin. Alors que Nisha observait les lieux, une voix forte a retenti depuis le fond de la maison. « Qui est là ? Si vous êtes des étrangers, partez tout de suite. » Des pas lourds se sont approchés. Un homme d'une 50aine d'années est apparu. Il portait un simple t-shirt et un short, mais sa présence remplissait la pièce. D'abord sévère, son visage s'est radouci en reconnaissant Pim. « Ah, Pim, quelle surprise! Tu as déjà utilisé tous les talismans que je t'ai donnés ?» Le ton de Pim est devenu grave. Elle lui a expliqué que si elles avaient fait tout ce trajet, c'était pour Nisha. Elle lui a raconté l'immeuble, le 4e étage, la femme en noir, les coups à la porte, le talisman, le coq, les nuits sans sommeil. Le chaman l'a écouté en silence, les bras croisés, le regard de plus en plus sérieux. Quand elle a terminé, un silence lourd s'est installé. Finalement, le chaman a pris la parole. « Je n'aide pas les inconnus d'habitude, a-t-il dit d'une voix plate. Le cœur de Nisha s'est serré. Puis il a ajouté, un peu plus doucement, « Mais comme tu es l'ami de Pim, je vais faire une exception. » Il s'est tourné vers Nisha pour la première fois, la dévisageant avec une intensité presque palpable. « Tu es intelligente, a-t-il commenté. Tu as compris pour le coq, ça t'a sauvé. L'esprit qui te suit est très rancunier, très instable, très attaché à ses émotions, le genre qui ne lâche pas facilement. » Il a marqué une pause avant d'ajouter, plus grave encore, « Pour être honnête, je ne suis pas certain d'avoir assez de pouvoir pour m'en débarrasser. Mais je vais essayer. » Il a alors fait signe à Nisha de le suivre. « Toi, viens avec moi à l'arrière. » Pim s'est levé aussi, mais le chaman lui a barré le passage d'une main ferme. « Toi, tu restes ici, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive, ne viens pas dans la pièce du fond. » Le ton était si catégorique que Pim n'a pas insisté. La pièce du fond était très différente du reste de la maison. L'air y était plus froid, plus lourd, saturé d'une odeur de plantes séchées et d'encens éteint. Les murs étaient découverts d'étagères. Sur ces étagères, des objets étranges s'alignaient, des os, des crânes d'animaux, des morceaux de bois sculptés et des bocaux en verre remplis d'un liquide ambré dans lesquels flottaient de petites formes immobiles. En se rapprochant, Nisha a compris que certaines de ces formes ressemblaient à de minuscules corps de bébés. Son sang s'est glacé. Le chaman a remarqué son regard, mais n'a rien expliqué. Elle savait pourtant, grâce aux histoires qu'elle avait entendues, ce que cela signifiait. Dans certaines régions d'Asie, certains chamans élèvent des enfants fantômes, des esprits de fœtus ou de nourrissons morts, pour en faire des protecteurs ou des instruments, des petits soldats de l'au-delà, utilisés comme messagers ou gardiens. « Ne touche à rien », a simplement dit le chaman d'une voix sèche. « Certaines choses ici n'aiment pas être dérangées. » Nisha a hoché la tête et s'est assise sur un petit tabouret au centre de la pièce, le bois usé par le temps. Le chaman s'est approché de l'une des étagères et s'est arrêté devant un bocal en particulier. À l'intérieur, flottait la silhouette floue d'un très jeune enfant. Il a posé la main sur le verre et a murmuré presque tendrement. « Maître a enfin besoin de ton aide. Ne t'inquiète pas. Après ce travail, tu seras libre. » Il a ouvert le bocal avec précaution, a sorti la petite forme préservée et l'a déposée dans un bol métallique. Nisha n'osait presque plus respirer. Le chaman a allumé un feu sous le bol et a commencé à psalmodier dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. L'odeur de plantes brûlées s'est mélangée à autre chose, de plus lourd, de plus dérangeant. Peu à peu, ce qui se trouvait dans le bol s'est consumé, réduit en cendres. Le chaman a ensuite versé un liquide rouge épais dans le bol, quelque chose comme un mélange de sang et de résine, et a remué jusqu'à obtenir une sorte d'encre sombre. Il a pris un pinceau long et fin, l'a trempé dans le mélange et a tracé sur 2 bandelettes de papier jaune des symboles rouges qui semblaient vibrer dans la pénombre. Lorsqu'il a terminé, il a tendu les 2 talismans à Nisha. Puis il a plongé son doigt dans l'encre restante et a appuyé une marque ronde en plein milieu de son front, entre ses sourcils. Une chaleur brutale a traversé le corps de Nisha, comme si son sang s'enflammait. Le chaman, lui, tremblait légèrement, le souffle court. Des gouttes de sueur coulaient le long de ses tempes. On aurait dit un homme qui venait de courir un marathon. « Prends ces talismans », lui a-t-il ordonné.
Le premier, tu le colleras sur ta porte d'entrée dès que tu rentreras chez toi. Le second, tu devras le brûler à exactement 4 heures du matin. Pas avant, pas après. Il a désigné le point rouge sur son front. Et ça, tu ne dois surtout pas l'effacer. Ça scelle ton esprit. Ça empêche l'autre de prendre possession de ton corps. C'est la dernière chose qu'on veut. Nisha a serré les talismans contre elle. Le chaman a ajouté, d'une voix plus lasse, « Tu ne rentreras pas seul ce soir. J'ai demandé à quelqu'un de t'accompagner. Il s'appelle Lek. » Il a montré l'un des bocaux près de l'autel où flottait l'ombre d'un petit enfant. « C'est un de mes esprits. Il te suivra et te protégera. » Puis, presque pour lui-même, il a murmuré, « C'est tout ce que je peux faire. J'ai déjà dépensé trop d'énergie. » Sur le chemin du retour, le ciel s'est couvert et une pluie lourde s'est abattue sur la route. Quand elles sont arrivées à l'immeuble, les rues étaient déjà presque inondées. Nisha n'avait pas de parapluie. Elle a glissé les talismans dans son sac pour éviter qu'ils ne soient mouillés, a relevé sa petite veste sur sa tête et a couru jusqu'à son appartement. À peine entrée, elle a suivi scrupuleusement, ou presque, les instructions du chaman. Elle a collé le premier talisman sur la porte d'entrée, à l'intérieur, en appuyant fermement pour qu'il adhère bien. Le deuxième, en revanche, elle n'a pas réussi à attendre. L'idée de patienter jusqu'à 4 heures du matin la terrifiait. Alors, prise d'angoisse, elle l'a brûlé immédiatement, au-dessus d'un petit bol posé dans l'évier. Le papier s'est recroquevillé, puis transformé en cendres. En se regardant dans le miroir, elle a vu que la marque rouge sur son front n'était déjà plus qu'une traînée vaguement rosée. La pluie avait coulé dessus pendant qu'elle courait, effaçant presque complètement le sceau que le chaman avait dessiné. Il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire. Brisée par la fatigue physique et nerveuse, elle s'est laissée tomber sur son lit, encore habillée, les vêtements humides collés à sa peau. Elle a sombré dans le sommeil sans même s'en rendre compte. Elle ne savait pas combien de temps elle avait dormi lorsque quelqu'un l'a appelée. Une voix claire, enfantine. En ouvrant les yeux, Nisha a vu, dans un coin de la chambre, un petit garçon de 2 ou 3 ans. Il avait les joues rondes, de grands yeux sombres et un sourire doux. Il la regardait calmement, sans aucune agressivité. « Qui es-tu » a murmuré Nisha, davantage surprise qu'effrayée. « Comment tu es entré ici ?» Le petit garçon n'a pas bougé. « Je m'appelle Lek » a-t-il répondu avec sérieux. « Le chaman m'a envoyé, je suis là pour te protéger. » Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, Nisha a senti sa peur se relâcher un peu. Lek a avancé de quelques pas, son regard se faisant plus grave. « Elle arrive, a-t-il dit. Je peux la sentir. Tu as bien fait de brûler le deuxième talisman. C'est comme ça que j'ai pu venir. Mais tu l'as brûlé un peu trop tôt, et le sceau sur ta porte d'entrée n'est pas assez fort pour la retenir. » Il a jeté un coup d'œil au front de Nisha, et la marque sur ton front est presque effacée. Sans ça, je ne suis pas sûr d'avoir assez de pouvoir pour lutter contre elle. À ce moment-là, l'air de la pièce a changé. Il est devenu plus dense, plus froid, comme chargé d'électricité. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup sec, sans qu'aucune main ne la touche. Lalita était là. Elle glissait dans l'appartement, sa robe noire collée à son corps comme si elle sortait de la pluie, ses longs cheveux sombres dégoulinant d'eau invisible. Quand elle a vu Lek, elle a esquissé un sourire, puis a laissé échapper un rire creux qui a fait frissonner Nisha. « Même si tu as fait venir un autre esprit, ça ne servira à rien, » a-t-elle dit d'une voix glaciale. Lek a pourtant avancé d'un pas, comme s'il se préparait à l'affronter. Mais dès que leurs regards se sont croisés, quelque chose a changé. Leurs expressions se sont figées, puis adoucies. Ils se sont mis à parler, mais intérieurement, d'esprit à esprit. Nisha voyait leurs lèvres bouger à peine, sans entendre le début de leur conversation. Peu à peu, des bribes de mots ont pourtant filtré jusqu'à elle, comme un rêve dont on ne saisirait que des fragments, et elle a fini par comprendre. Lek n'était pas un enfant ordinaire. Il était la réincarnation de l'homme que Lalita avait aimé, celui qu'elle avait drogué et laissé mourir avec leur bébé. Après sa mort, il avait été renvoyé dans le cycle des vies, mais à cause du poids de ses fautes passées, il n'avait vécu que quelques années dans son nouveau corps. Sa petite vie s'était achevée rapidement, et son âme avait été recueillie par le chaman, transformée en enfant fantôme. Lorsque Lalita a compris cela, ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée à genoux, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas vraiment le faire », sanglotait-elle. Quand la porte s'est refermée, j'ai compris tout de suite. J'ai essayé de revenir. J'ai frappé, j'ai hurlé, mais personne ne m'a entendu. Pourquoi j'ai oublié mes clés? Pourquoi ça a dû finir comme ça? Elle a décrit à Lek son châtiment depuis toutes ces années, condamnée à rejouer encore et encore la même nuit, à se voir frapper en vain à une porte qui ne s'ouvre jamais, à revivre l'instant où tout a dérapé, sans jamais pouvoir revenir en arrière.
Ses larmes coulaient sur son visage pâle, même si son corps n'était plus vraiment fait de chair. Lek s'est approché d'elle, doucement. Sa voix était devenue étrangement calme, presque tendre. « Ce soir-là, j'allais te dire quelque chose, » lui a-t-il expliqué. « Après le dîner, j'avais prévu de t'annoncer que j'avais signé les papiers de divorce. J'étais enfin libre, on aurait pu être ensemble, tous les trois. Toi, moi et notre fils. Mais on n'a jamais eu le temps d'arriver à ce moment-là, à cause d'une rumeur, d'un malentendu, d'une seule nuit où tout s'est mal enchaîné. » Lalita s'est mise à pleurer plus fort, sa voix se brisant. Lek a continué. « Notre fils, lui, va bien, parce qu'il est mort très jeune. Il a pu rembourser rapidement ce qu'il lui restait de dettes karmiques. Il a été réincarné dans une bonne famille. Il mène une nouvelle vie. Loin de tout ça, il n'est plus coincé ici. » Les sanglots de Lalita se sont transformés en un long gémissement, profond, venu de très loin. « J'ai tout détruit, » répétait-elle. « Je me suis détruite moi-même. Je vous ai détruits, tous les deux. » Lek a posé une main invisible sur son épaule. « Nous avons tous les deux commis des erreurs, » a-t-il dit. « Nous avons provoqué beaucoup de souffrance. C'est pour ça que nous sommes coincés. Mais tu n'es pas obligé de rester ici pour toujours. Tu peux enfin lâcher prise. Tu peux laisser tomber la haine, la jalousie, le regret. Tu n'as plus besoin de frapper à cette porte. » À mesure qu'il parlait, le corps de Lalita devenait plus translucide. Ses traits se détendaient, comme si un poids énorme quittait lentement ses épaules. Son regard n'était plus plein de rage, mais de tristesse, puis d'une étrange forme de paix résignée. Finalement, dans un dernier regard vers Lek, elle a simplement murmuré « Je suis fatiguée ». Puis elle a disparu, dissoute dans l'air, comme une brume chassée par la lumière. Nisha, restée là, n'osait presque pas respirer. Elle s'est tournée vers Lek, juste à temps pour le voir lui aussi devenir de plus en plus pâle, comme si sa silhouette se vidait de substance. « Où est-ce que tu vas » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Est-ce que tu vas te réincarner, toi aussi ?» Lek a souri tristement. Sa voix résonnait désormais directement dans l'esprit de Nisha. « Non, » a-t-il répondu doucement. « Je ne suis pas un esprit comme les autres. Je n'ai plus de véritable âme. C'est le prix à payer pour avoir été transformé en enfant fantôme. Une fois que cette mission est terminée, je ne retournerai pas dans le cycle des vies. Je vais simplement cesser d'exister. » Avant de disparaître complètement, il a ajouté « Au revoir, Nisha. Je te souhaite une longue vie, pleine de lumière. Profite du temps qui t'est donné. » Puis il s'est évanoui à son tour, ne laissant derrière lui ni trace, ni ombre, ni bruit. Seulement le silence et le premier éclat du jour filtrant par la fenêtre. Pendant longtemps, Nisha est restée assise là, seule dans son petit studio du 4e étage, à se demander si tout cela était réellement arrivé, ou si son esprit, épuisé par le stress et la peur, avait tout inventé. Mais chaque fois qu'elle approchait de la porte de l'appartement voisin, vide depuis des années, elle sentait encore une lourdeur étrange, comme une mémoire imprimée dans les murs. Elle a déménagé peu de temps après, sans se retourner. Quant à la question qui l'a hantée le plus, elle est restée sans réponse. Le chaman savait-il qui était vraiment Lek avant de l'envoyer? Avait-il prévu cette rencontre? Ou avait-il simplement suivi son intuition en espérant le meilleur? Personne ne le saura jamais vraiment. Tout ce que l'on sait, c'est que parfois, les esprits qui se manifestent ne cherchent pas seulement la vengeance. Certains, comme Lalita, restent coincés dans un souvenir qu'ils ne parviennent pas à accepter. Et parfois, il ne faut qu'une seule nuit, une seule conversation, pour que ces portes invisibles se referment enfin, et que le silence revienne au bout d'un couloir désert dans un vieil immeuble de Chiang Mai.